que c'est précieux pour, j'imagine, bon nombre des professionnels que nous sommes, d'entendre à la fois l'histoire, les mots sur lesquels il faut pouvoir réfléchir et oser aller nous-mêmes avec ces différents contextes de partage d'une parole dans des circonstances d'entretien individuel. Et c'est vrai que c'est déjà là que les jeunes filles sont susceptibles de nous inviter ou de nous permettre d'échanger avec elles, les garçons aussi, de ce qui se passe pour elles et pour eux à ce moment tout particulier de l'arrivée des règles. Et effectivement, on peut tous et toutes réfléchir à ce qu'on est prêt à partager de nous-mêmes. On peut le réfléchir par anticipation, en fait, parce que, bien sûr, ça se présente dans les questions des personnes, mais on peut aussi avoir une forme de prise d'initiative et avoir déjà un petit peu anticipé sur ce qu'on est prêt à partager de nous-mêmes. D'un point de vue collectif, ça me semble un peu différent, ou peut-être pas, en tout cas dans des actions collectives, parce que c'est aussi à ça qu'on est toutes et toutes de plus en plus confrontés et invités, à avoir quelque chose à dire autour de ce tabou des règles, parce que là je suis pas sûre que les filles en parlent plus naturellement, ni les garçons. Est-ce que pour chacune d'entre vous, peut-être, ou l'une ou l'autre, il n'y a pas d'obligation, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui se dirait différemment quand on est dans un contexte collectif avec des ados ? Moi, je dirais que j'ai un avis un peu plus nuancé, parce que je dirais aussi que l'effet groupe permet plus de libération de parole, dans le sens où on va se sentir moins seul face à différentes expériences qu'on a pu vivre, et la parole peut être plus facilement libérée. Je vais rejoindre par contre Myriam sur une chose qui me paraît tout à fait importante, nécessaire et primordiale, et pour moi, qui est vraiment très 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 important. C'est vraiment le fait de les savoir-être pour recueillir la parole, en fait. Aussi bien la parole précieuse ou sacrée. Pour moi, désacraliser les règles, ça fait partie aussi du travail pour justement libérer la parole dessus, bien que ce soit un sujet de l'ordre de l'intime. Alors effectivement, pour moi, les conversations collectives amènent après vers des conversations individuelles qui permettent justement de dénoncer. Moi, je l'ai vécu par exemple sur le terrain, sur des attouchements ou des expériences compliquées ou traumatiques. Mais je pense que vraiment, c'est vraiment le collectif qui va permettre en fait justement détabouiser, rendre plus facile, plus accessible la parole, et pour moi, du coup, le groupe, ça reste une force. Sur la formation en fait des intervenants sur le sujet des règles, pour qu'ils aient une vision globale, pour qu'ils savent en fait comment parler, prendre en compte aussi la culture de la personne. T'en parlais tout à l'heure, on n'a pas tous le même rapport aux règles dans nos cultures, dans la manière dont on a été éduqué, etc. Toujours le faire avec énormément de respect, énormément de retenue, et effectivement s'impliquer personnellement et savoir en fait mettre la juste dose sur qu'est-ce que je livre, qu'est-ce que je livre pas, et ne pas non plus se laisser emporter par l'effet groupe, où parfois ça peut être très intense au niveau des sensibilisations, on vient accueillir des paroles très fortes et des témoignages très forts. Mais pour moi, ça, c'est fondamental. C'est pour ça, tout à l'heure, quand vous parliez de faire des formations auprès des publics, de structures, etc., pour expliquer les enjeux ou comment faire, comment accueillir, comment parler, comment se positionner, etc., si on veut en fait pouvoir accéder à ce sujet-là et prendre soin d'eux, parce que l'idée c'est aussi ça, prendre soin d'eux en accueillant la parole et en donnant aussi des conseils et d'éducatifs, pour moi aussi c'est la base. Ça c'est important en fait, de pouvoir être formé soi-même et d'avoir la bonne posture. Sans ça, on risque d'être plus destructeur qu'autre chose, quoi.
Je pense que la question du collectif, ça dépend de quel collectif, parce que, par exemple, la famille, c'est du collectif. Et dans beaucoup d'études, ils montrent que le discours qu'il peut y avoir au sein d'une famille avec les tantes, cousines, a un côté très porteur, très bénéfique. Alors, ce sont peut-être des moments qui échappent maintenant parce qu'on vit dans une société de plus en plus individualisée, mais si on pense au hammam dans les pays du Maghreb, si on pense, enfin, moi j'ai grandi en partie en Haïti, de ces moments collectifs avec toutes les filles de la famille où on apprenait à prendre soin de soi, hein, à se tresser mutuellement, à se faire des manucures, et tout ce côté très riche où le devenir femme était collectif. Hein. Il y avait cette transmission. Maintenant, si on est dans des choses plus formalisées de groupes d'adolescents, je pense que nous pouvons faire confiance à nos adolescents de très bien s'en sortir de ça. C'est plutôt aux adultes médiateurs de poser ce cadre et de faire circuler la parole. Mais je pense que c'est possible. Ils ont beaucoup de choses à dire, les jeunes, autour de ça. Je vois autour des goûters d'anniversaire de mes enfants où ils sont là 8, 10 jeunes qui peuvent poser des choses des questions avec beaucoup de justesse et beaucoup d'attentes envers l'adulte, où ils vont renvoyer à l'adulte: est-ce que tu tiens? Est-ce que tu es capable de nous répondre là-dessus? Alors c'est vrai qu'en séance, c'est pas tout à fait la même chose, mais il y a aussi par moment du côté des patients un peu cette... Si je vous dis telle chose, si je vous dis que je travaille dans un club échangiste, si je vous dis que je fais ci, si je vous dis... Est-ce que tu tiens, hein? De ne pas être interpellé du côté moral, mais toujours du côté, ok, qu'est-ce que ça dit de vous? Et qu'est-ce que vous me dites de vous à travers ça? Hein? Et c'est vrai que la sexualité, dans cet entre-deux, entre le sacré et le précieux, vient toujours nous interpeller, nous bousculer, mais c'est important de pouvoir tenir dans ça parce que c'est là souvent qu'il se passe quelque chose. Hein. Mais souvent quand il y a la question du corps, même si c'est dans les conduites à risque, même si c'est dans l'escarification, même si c'est dans de boire beaucoup d'alcool, consommer des choses et après se dire je me suis réveillée, j'étais dans le lit de quelqu'un, je me rappelais pas ce qui s'est passé. Ça vient interpeller ça toujours. Hein. Moi, je voulais rebondir sur cette affaire de don de la parole et de don de soi, et notamment en revenant à ce que nous dit Marcel Mauss, donner, recevoir, rendre. Donc ce qui est important dans l'échange, c'est effectivement qu'est-ce qu'on donne, comment, à qui on donne, comment la personne reçoit et comment la personne, ou les autres, ou le groupe prend. Et donc ce mouvement-là, à trois temps, me paraît essentiel, avec le fait que ce que j'ai beaucoup aimé dans ce que nous dit Marcel Mauss, c'est dans sa théorie du don, c'est que bien, en fait, ça peut être tout à fait différent ce qu'on rend par rapport à ce qui a été donné. Et c'est ça qui est super. Mais l'important, c'est que tout ça aille, que ce soit en groupe ou à deux, ou peu importe, estime de soi, respect d'autrui. Et que là est la grande question. Autour de quelque chose qui est présenté comme, entre guillemets, honteux et sale par la société. Un grand merci pour cette première réponse. Est-ce qu'il y a des questions? Merci beaucoup de vos interventions. J'ai deux questions et une question pour après Madame Zemerville, vous pouvez aussi réagir si ça vous dit. En tout cas, j'ai une question pour Madame Castelin et une autre pour Madame Caïnit. Alors Madame Castelin,
Madame de Beauvoir a dit, Simone de Beauvoir a dit, il suffit d'une crise politique, religieuse ou économique pour que les droits des femmes soient remis en question. Moi, je dirais même il faut d'une crise, faut d'une élection présidentielle. C'est par élection présidentielle maintenant qu'il faut qu'on fonctionne. Que dites-vous de ce qui se passe maintenant, aujourd'hui, par rapport aux droits des femmes, qui sont souvent remises en question? Et c'est à chaque fois, ça c'est la question que je vous pose. Et c'est peut-être pas si éloigné finalement de ce qu'on traite aujourd'hui, les tabous. Tout est lié en fait. Hein. Madame Caïmine, vous avez parlé de l'intime et l'extime. Mais moi je me dis quand même, est-ce qu'il n'y a pas une construction psychologique qui se forme à travers l'éducation, à travers ce qu'on transmet, qui fait aussi partie de ce résultat-là? Effectivement, on peut donner ce qu'on a envie de donner intérieurement, c'est vrai, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi ce barrage, cet obstacle sociétal et éducatif qui peut aussi faire effet sur ce que c'est le mot tabou? Merci. Donc, votre question, c'est... Est-ce qu'il faut une élection présidentielle pour mettre les Il suffit d'une élection présidentielle pour remettre en question les droits des femmes. Et qu'est-ce que je pense aussi de la société? Mais, moi, ce qui vraiment me fait... comment dire? Ce qui me donne beaucoup d'espoir, c'est que... vous voulez que... Voilà. Ce qui me donne beaucoup d'espoir, c'est la chose suivante. C'est que c'est évident que à l'échelle de l'histoire avec un grand H de la société, l'émancipation des femmes, l'évolution vers le droit des femmes, l'évolution vers le droit des personnes à disposer de leur corps et à concevoir l'organisation de leur vie et le sens qu'ils donnent à leur vie. Pour moi, ça, c'est un fil rouge à l'échelle de l'histoire. Et que rien ni personne ne le bousillera sur le long terme. D'accord? Par contre, sur le court terme, mais à l'échelle de millénaire, j'ai envie de dire. Ce qui me paraît évident, c'est qu'il y a un retour en arrière terrible qui, bien sûr, prend des proportions considérables sur les réseaux sociaux, avec notamment tout ce qui est mis en scène par les masculinistes qui ne supportent pas que le mouvement des femmes ait un impact considérable sur les transformations de la société, et essentiel, qui ne veulent pas le concevoir et qui veulent revenir en arrière pour maintenir le droit des hommes, furieux d'avoir été déchus de leur piédestal. Et donc ça, c'est un obstacle majeur, d'une violence extrême, et qui impacte considérablement notre société. Alors, je vous dis ça, mais dans le cadre de la petite enquête, qu'est-ce qu'un homme, que j'ai fait un peu à l'échelle de la France, et c'est pour ça que je vous demandais de répondre qu'est-ce qu'une femme, pour avoir un petit peu le retour de chez vous, c'est ce qui m'a quand même très impressionnée dans le sens positif du terme. Et ce petit livre, il sortira en septembre. Qu'est-ce qu'un homme? C'est, quelles que soient les catégories sociales, quels que soient les âges, quelles que soient les régions, la plupart des hommes avec lesquels j'ai parlé ou j'ai fait des interviews approfondies, etc., m'ont dit il fallait que ça change, dans le sens du changement du droit, qui allait vers les droits des femmes. D'accord? Donc là, j'étais très agréablement surprise. Par ailleurs, il y en a pas mal qui m'ont dit c'est quoi les masculinistes? Ils n'allaient pas sur les réseaux sociaux, ils ne consultaient pas
les trucs des masculinistes. Et là, j'étais heureuse. Par contre, les jeunes et les ados, les garçons, et en perte de repères, et en difficulté d'affirmation, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, que l'identité masculine est aux prises avec des paradoxes entre l'idéal viril et le respect de la culture égalitaire, donc ils ne savent plus tellement comment être. Moi, j'ai des étudiants, 23 ans, qui me disaient, quand je leur demandais masculin, féminin, profond ou spontanément, qu'est-ce que vous me dites, des garçons qui me disaient, des hommes qui me disaient, 23 ans, spontanément, qu'est-ce que c'est une fille? Spontanément, ils me disaient, elle est gracieuse, elle est jolie, etc. Plus profondément, qu'est-ce qu'ils répondaient? On ne sait pas comment être avec elle. Du côté des femmes, des filles, femmes de 23 ans, qu'est-ce que j'avais comme réponse à la question qu'est-ce que c'est le masculin? D'emblée, spontanément, les jeunes femmes répondaient ils sont séducteurs, ils sont violents, ils sont infidèles. C'était spontané. Plus profondément, qu'est-ce qu'elle disait? Mais on a besoin d'une épaule pour s'appuyer dessus. Et ça, je trouvais que ça rendait bien compte des contradictions. Et ce qui existe aujourd'hui entre les garçons, les filles, entre les hommes, les femmes, les filles, les femmes deviennent de plus en plus féministes dans le sens respect de leurs droits et de leur corps. Et les hommes, malheureusement, il y en a, c'est rigolo, ils s'appellent même les alliés. Les alliés, ça veut dire ceux qui sont partie prenante de l'émancipation des femmes, qui sont à côté. Et puis, partie prenante de tout ce qui existe en termes de réflexion sur le genre et LGBTI, etc. etc. Donc, mais en même temps, il y a les autres qui, au contraire, s'appuient sur les réseaux sociaux et sur tout ce qui est diffusé en termes de violence, de revendication de la puissance et de la supériorité de l'homme sur la femme, et qui donnent des conseils sur les manières de draguer les femmes, de les abandonner, de les violer, de les considérer comme nuls. Donc, à l'échelle de l'histoire, on est à la fois dans ce mouvement très positif, que de toute façon, il faut que ça avance, voilà. Mais en même temps, ce qui est clair, c'est qu'il y a un flashback, un retour en arrière, pardon, pas du micro, mais voilà, de l'histoire. Et en fait, c'est ça qui est impressionnant à l'échelle d'une société, c'est que dès qu'il y a une grande avancée, comme il y a eu tous ces temps-ci, il y a véritablement un retour en arrière, comme un mouvement de balancier. Et donc, il faut absolument être très vigilant par rapport à cette histoire de retour en arrière qui véritablement est fondamentale à avoir en tête. Et je voulais dire autre chose. J'étais très optimiste aussi en entendant ces étudiants de 23 ans qui disaient à propos du bonheur, le bonheur n'existe que si on le partage. Je trouvais ça beau. Et puis, on est bien que quand on est en accord avec soi-même. Et pour revenir à ce que des hommes de différentes régions de France me disaient, ce qui m'a impressionné aussi, c'est que dès qu'il y avait leur conjointe ou leur fille qui était présente pendant l'interview, par moment, ou peu importe, tout le temps, il y en a qui tenaient à être présents. Eh bien, les hommes réagissaient en disant « Ah oui, je n'avais pas conscience de ça. » Par exemple, sa fille de 13 ans qui se faisait suivre en bicyclette par des garçons le soir quand elle rentrait. Il n'avait pas conscience. Ou alors, un homme qui me dit « Ben oui, ma femme, elle m'a raconté, et ça je ne le savais pas du tout, qu'il y a 10 ans,
elle avait été menacée et presque victime de viol, etc., etc. Ce que je me suis dit, c'est la chose suivante. C'est que ça ne peut véritablement changer en profondeur du côté de cette question-là, homme-femme, que si véritablement les hommes sont à l'écoute du ressenti et de ce que vivent les femmes. Et donc ça, c'est très précieux de continuer à dialoguer, à échanger avec les hommes, bien sûr, et à l'école, à faire en sorte qu'il y ait même aussi du théâtre, des trucs comme ça, où le masculin et le féminin est mis en scène, et les garçons, les filles rebondissent pour s'exprimer eux-mêmes. Et c'est ça que je trouve fabuleux sur les affiches, là. C'est comment c'est le résultat d'adolescentes et d'un travail avec des professionnels qui leur donnent une ampleur. Et donc, on sent bien que là, il faut aller dans ce sens-là. L'intervention de Christine, moi, elle me fait penser aussi au fait qu'on ne doit pas exclure les garçons de l'équation. Il y a aussi énormément d'injonctions qui pèsent sur les épaules des garçons, notamment le fait d'être fort, de devoir aller chercher l'argent, de devoir ne pas pleurer. Enfin, on sait déjà que dès la naissance, dès qu'à partir du moment où une femme est enceinte, le fait qu'on sache d'avance si c'est un garçon ou une fille, il y a toute une construction mentale chez les parents ou même chez les personnes aux alentours qui vont déjà projeter en fait qui vont avoir déjà des projections sur l'enfant, sur comment il va être, ce qu'il va devoir faire, etc. Alors que à la naissance, le bébé reste un bébé. Et d'ailleurs, à l'époque, même dans la projection de tiens, comment je vais faire sa chambre, on va se dire tiens, ça va être rose pour la fille, bleu pour le garçon. Alors que à l'époque, le rose c'était considéré, c'était le rouge sang pour le combat, et le bleu c'était la Vierge Marie, les layettes. Et, au contraire, le bleu était plutôt pour les filles et le rose pour les garçons. Mais il y a aussi en fait tous ces biais, tous ces préjugés, ces stéréotypes de genre qui se construisent et dont on n'a pas forcément conscience, et faire un pas de côté en fait pour juste ne pas en fait remettre trop d'attentes aussi sur les garçons autant qu'on peut en mettre sur les filles avec tout ce qu'on met derrière, c'est aussi important. Il ne faut pas oublier de le prendre en compte aussi, parce que dans les deux cas la société a énormément d'injonctions sur les deux sexes, et il y a ces deux ça malheureusement il faut pouvoir faire un pas de côté, prendre du recul par rapport à ça. Et à quoi ça m'avait fait penser aussi, la vulnérabilité chez les garçons. C'est très compliqué pour un homme. Il y a ce retour en arrière où tu parlais très justement, mais on parlait de charge mentale aussi pour les femmes et toute l'injonction, etc. Les hommes, c'est la même chose. Et j'ai plus le fil de où je voulais aller, mais voilà, c'est une petite parenthèse là-dessus. Si ça me revient, Alors moi, c'est pas une question, c'est un partage. Mais avant ça, vous dire que moi aujourd'hui, je bois du petit lait, j'adore. J'ai adoré vous entendre ce matin, cet après-midi, là, les tables rondes, génial. Vous nous avez partagé une merveilleuse chanson, voilà. On a eu des textes, un texte de Dany Ernaud, on a eu de beaux échanges, et puis moi j'avais envie de partager tout simplement avec vous 2 pièces de théâtre que j'ai eu l'immense chance de voir. La première, c'était pour ma première fois en Avignon, et elle s'appelait Viril, E-S. Et ça parlait justement des manières, c'est quoi être une fille, c'est quoi être une jeune fille, c'est quoi être une femme. C'était extraordinaire, ça bougeait dans tous les sens, c'était génial. Et il y a là tout à fait récemment, et elle se joue encore, la pièce La Tendresse, qui a été jouée à Strasbourg aussi, qui est un peu le pendant, si j'ose m'exprimer ainsi, de la pièce Viril qui parlait de ce que c'est être une fille, une femme. Et La Tendresse, c'est quoi être un garçon, un jeune homme, un homme. Et puis on va être dans les injonctions et en même temps dans tout ce que ça peut être, parce qu'on entend cette vague un peu masculiniste, mais en même temps ces injonctions qui sont imposées à ces jeunes garçons. On se disait là en aparté, ils sont bien nombreux les jeunes garçons et les hommes et ceux qu'on côtoie à ne pas du tout se reconnaître là-dedans. Donc voilà mon petit partage, et surtout un grand merci. Voilà. Très juste. Merci pour ce partage. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, j'ai une question pour Christine.
Est-ce qu'on a des documents qui datent du Moyen-Âge ou de la Renaissance, enfin, disons jusqu'au peut-être du 19e, du rapport aux règles, justement, enfin, historiquement, en France, par exemple, est-ce qu'on a des traces de la société médiévale par rapport au sang ou ce genre de choses? Oui. Alors, je vais avoir du mal à répondre précisément. Ce que je peux dire, qui est quand même impressionnant, c'est que l'intime au Moyen-Âge n'était pas du tout vécu de la même manière qu'aujourd'hui. Et donc, vous savez comme moi que les toilettes, notamment des rois, etc., on y assistait. Que vous savez comme moi qu'il y avait des toilettes collectives. Vous savez comme moi que, alors pour s'assurer que l'enfant était bien de la reine qui mettait au monde, mais qu'elle accouchait entre guillemets en public, quoi. Bon, donc en fait, mais je suis d'accord avec vous, ce serait passionnant d'avoir des éléments très précis là-dessus, mais moi, à ma connaissance, je ne sais pas. Par contre, je voulais revenir sur la question de l'éducation des garçons. Oui, c'est pour ça qu'on m'avait demandé de faire un livre sur « Et si on réinventait l'éducation des garçons chez Nathan ?» C'est avec cette idée que, ben oui, on avait beaucoup forcé sur l'éducation des filles, et c'est tout à fait normal, pour les accompagner dans leur émancipation et dans leurs études et dans leur vie. Et en même temps, les garçons sont punis. Moi, mes petits-fils, ils me disent qu'à l'école, eh ben, les animateurs, les maîtresses, elles préfèrent les filles que les chouchoutes. Voilà, les chouchoutes, c'est des filles. Mais ce qui est rigolo quand même, c'est que les filles font aussi des petits cœurs aux petits garçons, 8 ans, 9 ans, genre comme ça. Les garçons traitent ça un peu de haut, d'accord ? Mais par contre, quand ils arrivent à l'adolescence, c'est le contraire. Et donc là, il y a une sorte de malaise. Donc, c'est compliqué, c'est complexe. Et ce qui est important, c'est que on puisse se servir des pédagogies qui existent aujourd'hui, notamment pour aller vers ce que vous disiez, c'est-à-dire l'intelligence émotionnelle, la météo intérieure. Je ne sais pas si ça se fait dans les... voilà. Et puis, que les parents parlent aussi de leurs émotions, quand ils se retrouvent en famille avec les enfants le soir, est-ce qu'ils étaient gais, est-ce qu'ils étaient tristes, est-ce que ça s'est bien passé, tout ça. Du coup, le petit garçon va aussi en parler. Donc, et puis aussi se servir de la théorie de l'esprit, c'est-à-dire apprendre que l'enfant se préoccupe aussi de ce que pense l'autre. Hein. Et en fait, donc, bien sûr qu'il faut se servir. Et puis, j'aimais beaucoup en Inde aussi, quand dans les écoles, il y avait quelque chose sur le bonheur, l'apprentissage du bonheur. Donc, apprendre la joie de vivre et le bonheur, y compris aux garçons, pour sortir de la compétition, de la performance, de l'impératif de se montrer fort en cours de récré, d'avoir un petit groupe de potes, et puis d'être le chef. Oui, c'est impressionnant comment tout ça se fait alors même que les parents, ils sont à fond dans la culture égalitaire et puis les pères sont très présents, très impliqués. Donc on sait bien que tout ça aussi, il faut le rétablir à la maison, bien sûr, et donner des ressources fondamentales. Parce que moi, ce qui m'a aussi intéressée, vous voyez, par rapport à la question de la pornographie, par rapport aux réseaux sociaux et tout, quand j'intervenais dans une classe de 3e, dans le cadre de trucs citoyens, et il y avait les profs, il y avait les élèves, il y avait la directrice, il y avait tout ça, et c'était très intéressant quand même que donc classe de 3e, donc vous voyez l'âge, garçons-filles, qu'ils expriment un peu comment ils réagissaient face à la porno, face à l'image de la femme comme objet, au secours. Et donc, ce qui était intéressant, c'était que ils disaient, hommes ou femmes, filles ou garçons, disaient, mais ce qui compte,
c'est la force intérieure. Donc, c'était ça qui était fondamental. C'est que finalement, ce qui compte, c'est de transmettre des ressources essentielles aux garçons, aux filles, pour qu'ils aient la capacité à être dans l'estime de soi, le respect d'autrui, et envoyer balader éventuellement la pornographie, parce que là, ça ne correspond pas à l'image de la femme, que la femme souhaite être ou que l'homme souhaite rencontrer, avec cette idée que plus ce sera une femme objet, plus quand le garçon sera en contact avec une fille et dans une relation intime, plus il aura peur de la vraie relation. Oui. Ouais, si je peux rebondir là-dessus, parce que sur l'estime de soi et la confiance en soi, je trouve que c'est très très juste. Parce que plusieurs fois, moi, même en sensibilisation, j'ai eu dis Nadia, c'est quand qu'il faut. Il faut s'épiler. C'est quand qu'il faut. Et en fait, comme si c'était une obligation, alors que pas du tout. Voilà, alors que tu es libre, t'as le droit si t'es bien avec tes poils. Tu as le droit de rester avec, leur faire s'interroger là-dessus, ça c'est des discussions aussi qu'on a. Alors ça va bien au-delà du sujet des règles et des menstruations. Et très intéressant aussi sur le sujet de la pornographie, où on sait que les jeunes y ont accès de plus en plus tôt. Et il y a une psychologue qui avait fait une interview très intéressante sur le fait de rentrer en relation, où il disait qu'en fait, maintenant, les jeunes ne prennent plus le temps vraiment de se rencontrer, de se parler, et qui sont juste en fait dans la consommation. C'est tiens, on avait une heure de perme, on s'est retrouvés chez moi, on l'a fait, on a pratiqué un acte sexuel, ok, c'était bien, pourquoi vous l'avez fait? Parce qu'on avait du temps devant nous, en fait. Mais voilà, parce qu'on ne savait pas qu'on avait une heure de perme, on n'avait rien à faire, mais en fait, comme s'ils étaient déconnectés de leurs émotions, de leurs besoins, déconnectés d'eux-mêmes, déconnectés de l'autre. Et alors, est-ce que c'est... on ne peut pas tout mettre sur les réseaux sociaux, mais ça en fait partie aussi. C'est quelque chose qui est aussi dans la matrix et dans l'équation. Mais pareil pour le fait de se rencontrer, de se retrouver, sortir ensemble, pratiquer des activités ensemble, se parler, se regarder. On est beaucoup en fait sur du plat, sur de l'écran, un écran glacé où en fait on est coupé de nos sens, on est coupé de la relation à l'autre, se regarder dans les yeux, essayer de se comprendre, les compétences psychosociales, se mettre à la place d'eux. Et tout ça, ça en fait partie aussi. Alors c'est une autre ère, on n'est plus à l'ère du Moyen-Âge, il y a de nouveaux outils maintenant, mais c'est tout un tas d'environnement et à prendre en compte aussi dans la construction en fait de toutes ces... sur ces thématiques-là, de comment on les aborde, de comment on travaille. Et les jeunes d'avant, d'hier, ne sont pas ceux d'aujourd'hui. Et vraiment, c'est aussi à prendre en compte et à travailler. Je voulais juste répondre à la question de tout à l'heure là sur l'intime et l'intimité, l'extimité, sur la question de l'éducation. Bien sûr, il y a une dimension familiale et on est dans le noyau central de ce cercle, le sacré, la maisonnée, où chaque famille a une façon de parler ou de ne pas parler. La notion de l'intime, elle est très familiale. Il y a le mythe familial qui nourrit, qui entretient ça. Donc effectivement, chacun est différent. Je rebondis sur ce que disaient Christine et Nadia tout à l'heure, où ce qui fait défaut peut-être maintenant, c'est pas tellement, bien sûr, il y a la question de l'interaction sur les réseaux, mais je pense que les gens ne se parlent plus, tout simplement. Même au sein d'une famille, les gens ne se parlent plus. C'est parce qu'il y a des rythmes de travail décalés, parce qu'il y a une charge de travail intense, les enfants rentrent du lycée ou du collège, ils ont beaucoup de travail, les parents rentrent, sont fatigués, ils sont dans les tâches domestiques. Donc c'est temps d'échange, de pouvoir poser la question, comme disait tout à l'heure Christine, cette théorie de l'esprit, comment tu vas, comment s'est passée ta journée, comment tu te sens. Toutes ces choses-là échappent au quotidien et c'est bien ça qui est dommageable. Alors je ne sais plus de qui était cette étude, mais il disait que la question de la sexualité des jeunes était avant tout du fait des parents qui ne parlaient pas de sexualité. Le tabou n'était pas dans la tête des jeunes, il était dans la tête des parents qui ne se sentaient pas
ni le temps, ni les compétences, ni les mots pour parler de ces choses-là. Or, c'est bien de ce côté-là que l'enfant pourrait trouver des réponses avant tout. Parce que s'il ne les trouve pas là, il va les chercher sur Internet, il va les chercher auprès de ses pairs, PAIRS. C'est bien qu'il puisse les trouver auprès de ses pairs, mais c'est souvent une information qui est en décalage ou qui est en partie erronée. Donc c'est aussi de la responsabilité des adultes d'être présents et d'être dans l'échange, d'être dans la parole. C'est quelque chose qui me surprend énormément quand j'interpelle mes patients. Des fois, je suis la seule personne à qui ils parlent. Et c'est triste. Oui, c'est le Breton qui a dit on n'est plus dans la conversation. Tout à fait. Il a écrit un livre récemment Ouais, là-dessus. voilà. Il y avait un bel article dans le Monde. Tout à l'heure, quand je vous écoutais, justement, Madame Kaimit, quand vous parliez justement qu'en Haïti, il y avait quelque chose d'assez rituel sur l'arrivée des règles, donc là, je ressens sur la précarité menstruelle. Je me demandais, dans la prise en charge des publics que vous accueillez, que ce soit vous, Madame Zmirli, ou dans vos enquêtes, comment vous prenez en charge la question des origines et des rites qui diffèrent selon les cultures, de vos patients, de vos publics, et l'accompagnement des parents qui le portent aussi. Alors, moi, j'ai un agent facilitateur principal qui est ma couleur de peau. Donc, les gens d'emblée supposent que je ne suis pas d'ici et que je saurais quelque chose que c'est que d'être ailleurs, d'être d'ailleurs. Donc, ça me donne un a priori positif qui permet que cette question vienne. Donc, ils vont spontanément dire comment vous avez fait à la préfecture pour avoir votre carte et comment, quand vous aviez la CMU, comment vous aviez fait. Donc, ce qui me touche beaucoup, parce que ça me met du côté du nous avec eux. Vous voyez ? C'est pas eux et moi. Je suis d'emblée dans ce cercle du nous qui est plutôt touchant et plutôt une marque de confiance. Donc, je parlais tout à l'heure de cette question d'échange de paroles et de réciprocité, et je m'autorise assez facilement de dire, vous savez, chez moi, je ne dis jamais d'où c'est chez moi, mais je dis chez moi. Les gens peuvent imaginer d'où c'est. Vous savez, chez moi, quand une femme a accouché, il se passe telle chose, ou quand un couple se marie, il se passe telle chose. Et chez vous, c'est comment ? Donc, ça facilite vraiment cette question-là. Et puis, de temps en temps, quand je dis chez moi, il me situe des fois sur la planète Mars, j'ai l'impression. Mais c'est vraiment facilitateur. Mais je pense que ça tient aussi à ce que je disais tout à l'heure, à cette... moi, j'engage mes entretiens avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de... Et en même temps aussi beaucoup de pudeur. Donc, il m'arrive souvent de leur dire, je vais vous poser une question qui va peut-être vous déstabiliser, vous déboussoler, je vais vous poser une question qui va peut-être vous interpeller. Et du coup, de sentir cette pudeur chez moi, ce qu'on appelle aussi en thérapie la position basse étant de ne jamais savoir mieux que l'autre quelque chose de lui. Et cette position basse permet de poser ces questions-là. Que la personne puisse sentir qu'on n'est pas dans un jugement, chez vous on lave pas les enfants, chez vous on fait pas ci, chez vous on fait pas ça, parce que cette position basse permet effectivement de se dire que je suis vraiment dans la curiosité de comment ça se passe pour eux. Et donc je pense que cette position basse, elle est nécessaire aussi dans ce cadre de confiance. Tu veux la mettre sur toi aussi. C'est très drôle ce que tu as dit, le chez moi. Et tiens, toi aussi, t'es d'ailleurs. Ouais, c'est complètement ça. Il y a des choses un peu comme ça qui se posent sans qu'on ait à parler. Et ça, c'est vrai quand on a des origines
Voilà, moi je suis française, hein, je m'appelle Nadia Zmirli, mais je suis née à Saint-Dié-des-Vosges. Mais bon, apparemment, je suis d'ailleurs. Et du coup, ça s'impose comme ça. Mais oui, c'est très juste ce que tu dis, le fait... moi, je sais qu'on commence toujours les interventions en posant le cadre. Donc un cadre où en fait on explique, hein, moi j'explique qu'on va accueillir la parole, qu'on écoute sans jugement, qu'il y a autant de réalités possibles que de parcours de vie et que du coup chaque réalité peut être différente pour chacun d'entre nous. Et on fait toujours un tour de table au départ pour savoir déjà quel rapport les participantes, parce que généralement c'est des filles, j'ai eu qu'une fois un groupe de jeunes garçons, mais ont avec les règles. Et du coup ça permet de savoir si c'est plutôt négatif ou positif. Donc 99% des cas, c'est toujours très négatif. Mais ça permet aussi de savoir où chacun en est, où il est capable d'aller, de parler. Et il y a toujours, en fait, dans mes sensibilisations, le droit, la possibilité de ne pas parler, de ne pas s'exprimer, et c'est OK. Et le respect mutuel, bien entendu, le non-jugement, la confidentialité, enfin, tout fait partie du rituel. Mais ça s'installe en fait progressivement et souvent il y a un partage qui se fait spontanément avec l'envie de dire ah tiens chez vous c'est comme ça, bah non chez nous c'est plus comme ça. Mais on se rend compte de manière générale, moi en tout cas par expérience, que c'est toujours tabou, que c'est jamais quelque chose qu'on va aborder très facilement, qu'on va poser sur la table comme ça. Qu'on va lâcher, où on va dire ah bah tiens j'ai mes règles, il y a toujours des petits mots, des choses, ou alors je peux noter aussi bah tiens tu dis pas le mot règle, tu emploies pas tel mot, tu t'emploies pas le mot règle, tu emploies ce mot-là pour ça, pourquoi? Ah ok d'accord, et on discute, en fait c'est des discussions qui viennent comme ça sur des choses que je peux noter ou remarquer, mais toujours voilà sans jugement, en accueillant et puis en posant des questions, c'est plus la curiosité quoi, et le respect en fait que chacun a son histoire et son parcours, etc. Faisant cette idée-là. Et après, moi, c'est souvent collectif. J'ai rarement des one-one, quoi. Je voulais juste rajouter quelque chose. Je me méfie de plus en plus de cette dimension qu'on pourrait dire universelle ou universaliste des choses, parce que et aussi je me méfie beaucoup du côté essentialiste où on peut dire les femmes sont comme ça, les noirs sont comme ça, les garçons sont comme ça. Mais je trouve très intéressant de chercher ce qui est commun. Commun, c'est-à-dire ce que nous partageons, ce qui est commun à nous deux. Et d'aller chercher ce commun et cette communauté permet justement de dépasser les frontières et les clivages de culture ou de langue, etc. etc. Moi, je retiens quand même tout particulièrement l'intérêt d'inscrire ces sujets dans la parole et le partage de différentes expériences, individuellement ou collectivement, d'inscrire ça dans les différences culturelles et les rites, parce que qu'on soit ou pas de là ou d'ailleurs, finalement, il y a toujours tout un tas d'expériences différentes qui peuvent permettre de porter une parole et de montrer que on peut parler de tout ça sans forcément trop se révéler toujours que personnellement, mais on peut aussi s'engager un peu. Et puis surtout, ce qu'on a déjà expérimenté, nous, à la Maison des Ados, autour de beaucoup de sujets, qui a été mis en œuvre là, dans le cadre du projet Féminin Plus, dont Nafissa Simula vous a parlé ce matin, avec les autres collègues, mais qu'on pourra certainement poursuivre, c'est que les différents supports médiatiques que seraient les chants, les livres, les pièces de théâtre, mais il y en a encore plein d'autres. Mardi dernier, il y avait le colloque de la ville de Strasbourg contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes sur justement la culture, avec un certain nombre de propositions et de contributions qui étaient vraiment très inspirantes sur ce que l'histoire, les peintures
permettent à la fois de critiquer, de soutenir des paroles différentes, parfois même de celles qu'elles ont voulu soutenir au moment où elles ont été peintes. Pour celles et ceux qui y étaient ou qui en ont entendu parler, moi j'ai vraiment été très intéressée par l'expérience de cette conservatrice de musée qui se retrouve à être conservatrice d'un musée des Beaux-Arts à Tours et qui, en fait, a 80% de la collection des tableaux qu'elle doit mettre en exergue, qui sont extrêmement problématiques aujourd'hui, puisqu'ils mettent en scène, pour un certain nombre d'entre eux, notamment des scènes de viol. Mais elle a construit autour de ça tout un parcours de visite qui permet, qu'elle appelle Girl Power, il me semble, qui permet de critiquer ces tableaux. Donc on les regarde, on les voit, mais on les explique et on critique pour ce que c'est problématique aujourd'hui. Et je trouve que c'est ça quand même qui est inspirant aussi, c'est qu'on a moyen de construire avec plein de supports culturels, historiques et artistiques, des moyens de parler individuellement et collectivement de façon toujours plus inspirante avec nos jeunes, et on peut aussi leur faire confiance à eux et à elles pour nous guider. S'il n'y avait pas d'autres questions particulières, on va peut-être laisser Lydia nous dire un mot de conclusion et notamment peut-être annoncer nos futurs événements. Avec plaisir. Alors, la magie des conclusions, c'est qu'elles se font en improvisation avec ce qu'on a écouté tout au long de la journée. Et j'ai mes petites notes avec les idées principales et les choses que j'ai retenues. Comme point clé, ce qui nous a réunis aujourd'hui, c'est le projet Féminin Plus. Mais je retiens que dans toutes ces présentations, ce qui en ressort, c'est que oui, c'est compliqué. Oui, c'est un enjeu de santé publique, mais il y a des initiatives qui se mettent en place. Il y a des choses qui se développent. Il y a des volontés qui sont associatives, de la ville, de structures médico-sociales. Donc il y a un réseau qui est en train de se créer. Et je pense que ce genre d'événement comme aujourd'hui, ça permet ces rencontres-là et de se rendre compte que tout le monde essaye un peu de faire dans son coin et que tout le monde que là, c'est le moment de réseauter et de se dire on peut peut-être travailler ensemble. Et c'est ce que j'ai pu échanger notamment avec Madame Darocha qui est intervenue ce matin. Donc, je crois que une des conclusions, c'est de se dire il y a un travail en réseau à faire pour puissantiser l'impact et multiplier l'efficacité des actions. Donc, après, ce que je retiens comme point essentiel, c'est que on accompagne d'un point de vue matériel, mais il y a l'importance de la pluridisciplinarité de l'accompagnement sur ces questions-là. Et que ces questions-là ne sont pas que sur la précarité menstruelle, mais que ça relève de quelque chose de plus systémique sur la question du système patriarcal qui pose encore des injonctions et une invisibilisation, comme je disais ce matin, inconsciente mais collective, sur le corps des femmes. Donc, ça questionne et on se dit, faut pas, il y a un double accompagnement à avoir, ou en tout cas, même triple, ça dépend. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Et le dernier point qui me vient aussi quand j'ai entendu tout ça, c'est que tout le monde a sa part à prendre dans ces questions-là. Donc les collectivités, les structures associatives, les parents, les professionnels, l'entourage, les ados, les jeunes qui ont mis en place ce projet grâce à la superbe coordination de Nofisa Sibila pour cet événement et pour ce projet. Donc, est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Peut-être. Et les événements. Ah oui. Non, j'allais dire. Non, oui, et intégrer les hommes. C'est vrai. Donc, tout le monde a sa part à prendre, les hommes également. Et donc, ça, c'est mon mot de la fin pour le résumé de la journée. Sinon,
C'était le dernier événement de l'année 2025 pour les Cafés Info Pro, mais on a encore plein de surprises pour 2026. Et le premier qui va arriver, ça va être le 29 janvier, sur le dispositif qui maintenant est en place depuis 3 ans, si je dis pas de bêtises Delphine, tu me corriges, ce qui s'appelle Brick and James, sur l'accompagnement des jeunes avec un parcours atypique, on va dire. Et justement, qu'est-ce qu'on a mis en place? Et on a utilisé encore un support qui est l'art-thérapie, où justement, l'art au service de la prévention, au service de l'accompagnement, au service de l'accompagnement thérapeutique. Et voilà, on a des super professionnels qui accompagnent aussi nos jeunes, et ce sera l'occasion de vous présenter ce dispositif et les retours au bout de 3 ans de son efficacité. Ouais. Donc voilà. Et après les prochains événements, il y en a un dernier que je vous donne, mais qui n'est pas directement de Maison des Ados, mais qui est du réseau Virage, et je vous invite parce qu'il y a encore des places. Ce sera le 11 décembre sur les questions masculinistes, un webinaire, donc le 11 décembre de 14h à 16h. Vous pouvez vous inscrire sur les sites du réseau Virage, et on va être sur les moyens de communication et de diffusion des discours masculins. Donc voilà. Et encore merci à vous tous, et merci aux intervenants, merci aux discutants, aux discutantes. Merci.